merci de m'inviter pour cette conversation sur notre passion commune, la passion de l'automobile, qui est aussi la passion de la liberté de mouvement. Ça a été un moment passionnant de travail en équipe avec les ingénieurs et les designers. Je me souviens avoir passé beaucoup d'heures à trouver ce qu'on pensait à l'époque être le bon équilibre entre le clin d'œil au passé, sur la A110 d'origine, et la modernité d'une nouvelle voiture qui évidemment devait s'imposer par ses qualités sportives. Donc le réglage de cet équilibre entre le clin d'œil à la A110 d'origine et la modernité d'un objet sportif a été long, passionnant sur la face avant, sur la face arrière. On a passé beaucoup de temps sur les détails. Et ça a été vraiment, vraiment fantastique. J'ai adoré ces heures passées avec les designers, les ingénieurs, où évidemment on sentait que les gens autour de la maquette, ils étaient là pour trouver des solutions et pas pour mettre plus de problèmes sur la table. Ce qui est une caractéristique de la vie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de personnes qui mettent des problèmes sur la table que personne pour les résoudre. Mais à l'époque, pour faire cette A110, ce n'était pas le cas, c'était l'inverse. La passion était tellement forte autour de la maquette que tout le monde avait des idées et la question c'était comment on va trier les idées et comment on va trouver cet équilibre entre les Madeleines de Proust d'un côté et la modernité du véhicule sportif de l'autre. Oui, absolument. À l'époque, Renault se posait beaucoup de questions sur fallait-il avoir une marque premium. Il y avait une signature qui existait pour des voitures un peu mieux équipées, mais la question de savoir s'il fallait une marque qui vienne compléter la marque Renault était posée. Évidemment, on avait ce joyau qui s'appelait Alpine. Et donc l'idée m'est venue de repolir ce joyau et de le remettre à nouveau sur une trajectoire de vie et une trajectoire de créativité. Donc oui, j'ai eu cette idée-là. Et ce que je garderai présent à l'esprit, c'est que ce qui a été déterminant pour relancer la marque Alpine, ce n'a pas été l'idée de la relancer, ça a été l'effort que j'ai fait d'aller proposer à Carlos Ghosn de le présenter. Ce qui était un effort, parce que j'aurais pu le faire moi-même. Et je ne l'ai pas fait parce que je pensais que la probabilité qu'elle ait ensuite du succès était plus forte si c'était Carlos Ghosn qui l'annonce, parce que la probabilité qu'il renie sa décision aurait été plus faible, et donc ça protégeait la marque Alpine. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de le faire. Je suis heureux de l'avoir fait. Simplement, c'était difficile. La vision, elle n'est pas excessivement originale, parce qu'il s'agissait de capitaliser sur ce que Alpine représente, la sportivité, la légèreté, l'efficacité, le plaisir de conduite. Ce n'est pas une voiture, c'est un costume. En fait, quand on rentre dans la voiture, on est dans un costume. C'est un peu comme une monoplace. La conduite d'une monoplace procure à peu près le même contexte. Vous ne rentrez pas dans une voiture, vous prenez une voiture qui est votre costume. Et donc, on était vraiment ancré sur ces fondamentaux, légèreté, mobilité, agilité, efficacité et plaisir de conduite, parce que vous êtes dans un costume. Vous n'êtes pas dans une voiture. Pas la voiture et vous, mais vous et la voiture, vous ne faites qu'un. Et ça a vraiment piloté le moteur central pour baisser l'inertie polaire de la voiture et améliorer son agilité. Tout ça allait dans le même sens. Et donc, ces valeurs-là, c'est les valeurs de toujours d'Alpine. Légèreté, efficacité, agilité. Donc, on a essayé de nous projeter dans l'avenir sur la base de ces valeurs. D'abord, j'étais très heureux pour la marque Alpine et pour ses fans qui m'interpellaient dans la rue pour m'expliquer que c'était bien et pour me remercier. Donc ça, c'était très sympathique d'être le patron de PSA et d'être félicité par les fans d'une marque concurrente. Ça, c'était sympa pour des passionnés d'automobile comme nous tous. J'ai trouvé que la voiture a immédiatement suscité beaucoup d'éloges et beaucoup de mes amis sont venus me dire que la voiture était fantastique à conduire et fantastique à utiliser au quotidien. Ce qui est une caractéristique importante, c'est d'aller avoir à la fois du plaisir et pouvoir s'en servir. Parce qu'il y a des tas de voitures sur lesquelles vous pouvez avoir du plaisir. À la limite, vous ne pouvez l'utiliser que sur circuit, donc vous avez un plaisir qui est limité en termes de temps d'usage. Donc, très rapidement, mes amis sont venus me voir en disant la voiture elle est extraordinaire à conduire, c'est vraiment un jouet, et on peut l'utiliser au quotidien, ce qui est sympathique, ce qui est très très bien. On ne fait pas un effort,
les commandes, le confort général, l'ergonomie. Ce n'est pas une voiture extrême qui interdit de l'utiliser au quotidien. Je serai autant que faire se peut prudent et humble là-dessus, parce qu'il y a plusieurs voies possibles. Et le succès, il peut se rencontrer de différentes manières possibles. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de continuer à nourrir ce qui fait les fondamentaux de la marque, sous des angles et des concepts automobiles qui peuvent être différents, mais l'agilité, le plaisir de conduite, une certaine forme de légèreté dans sa catégorie, ça reste important. On a vu que d'autres marques, pour ne pas citer Porsche, ils se sont éloignés des 911. Ils ont connu un certain nombre de succès. Ils n'ont pas été brillants partout. Donc, c'est sûr que de faire diverger le spectre du plan produit, ça présente des risques. Et la marque Alpine est encore une marque qui nécessite d'être nourrie et d'être renforcée sur son socle. Donc je dirais que s'éloigner du concept de la voiture sportive au sens plaisir de conduite, ça représente un risque qu'il ne faut peut-être pas prendre tout de suite tant qu'on n'a pas redonné à la marque toute sa force avec les modèles plus modernes. Maintenant, il ne faut pas évidemment insulter l'avenir. Il peut y avoir une autre forme d'expression de l'excellence automobile avec la marque Alpine qui n'est pas simplement l'agilité, le plaisir de conduite et la légèreté. Il peut y avoir d'autres. Mais il faut bien mûrir cette question-là. Il y a vraiment deux aspects très différents dans l'excellente question que vous posez. D'un côté, il y a ce qu'une entreprise cotée en bourse, légaliste par définition, doit faire. Et ce qu'elle est censée faire, et ce que le dirigeant de cette entreprise est censé faire, c'est, à l'intérieur d'un cadre réglementaire qui est fixé, gagner la course. Donc, dans le cadre réglementaire, vous devez gagner la course par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est ce que vous attendez d'un dirigeant d'une entreprise cotée en bourse. De l'autre côté, il y a le citoyen, qui se trouve être un ingénieur. Et le citoyen ingénieur, il vous dit, le choix qui a été imposé par l'Union européenne est un choix excessivement cher pour la société, avec un impact sur la planète minimal. Donc c'est très cher et ça a un impact minimal. Et pourquoi est-ce que c'est très cher? C'est un impact minimal. D'abord, c'est très cher parce que la technologie a été imposée par la réglementation, que cette technologie, elle est par construction très chère, et donc elle conduit à des produits que la classe moyenne ne peut pas acheter parce qu'ils sont trop chers. Et si la classe moyenne ne peut pas acheter ces produits-là, vous les vendez en faible nombre, et à ce moment-là, l'impact sur la planète est minimal. Donc, on voit bien que si vous n'arrivez pas à conjuguer des voitures sûres, propres et abordables, vous n'avez pas d'impact sur la planète. Une personne achètera une voiture qui n'est pas sûre, donc je pense notamment à la stabilité thermique des batteries. Il faut qu'elle soit évidemment propre, zéro émission, et il faut qu'il soit abordable, sinon il n'y a pas de vente en volume, donc il n'y a pas d'impact positif sur la société. Donc le citoyen ingénieur, il s'est insurgé contre l'imposition d'un choix technologique qui est une voie sans issue. Alors que fondamentalement, le problème, il est quand même assez simple à résoudre. On n'a pas besoin de faire beaucoup de séminaires pour arriver à la solution. La solution, elle est évidente, c'est de dire à partir de 2035, vous pouvez continuer à vendre des voitures thermiques à condition qu'elles soient en dessous d'un certain seuil d'émissions. Moi, j'ai proposé 100 grammes. Avec 100 grammes de CO2 par kilomètre, vous allez rapidement dépasser les 150 chevaux. À ce niveau d'émission-là, vous êtes à un tiers du niveau d'émission de la moyenne du parc roulant qui est de 12 ans. Donc en gros, des voitures de 12 ans et plus, elles ont des émissions supérieures à 300 grammes. Et si vous les remplacez par des voitures à moins de 100 grammes, vous avez évidemment divisé par 3 les émissions avec un volume très important, puisque la classe moyenne peut acheter ces voitures. À ce moment-là, vous avez un impact positif sur la planète. Dans le même temps, vous pouvez imposer une montée en mix des ventes de voitures électriques beaucoup plus progressif en fonction de l'acceptation par le marché de ces véhicules et du progrès de la technologie sur la vitesse de chargement, sur l'autonomie, sur bon nombre d'autres choses qui aujourd'hui sont encore immatures. Et donc la solution est évidente. La question que vous avez me posée, c'est pourquoi est-ce que cette solution-là n'a pas été choisie alors que je l'ai expliqué 10 fois à l'Union européenne? Probablement parce qu'il y a eu une réaction émotionnelle à la tricherie du groupe Volkswagen en 2015
qui a été très mal vécu par les leaders politiques européens et qui, d'une certaine manière, ont réagi émotionnellement, pas uniquement contre Volkswagen, qui représente l'Allemagne, mais contre toute la profession des constructeurs automobiles européens. C'était une erreur, c'était une grave erreur. Donc, d'un côté, vous avez le patron d'entreprise qui doit faire la course à l'intérieur d'un cadre réglementaire qui ne contrôle pas, et de l'autre côté, vous avez l'ingénieur citoyen qui pense que la solution choisie est vraiment une très mauvaise solution pour notre société. Ça devient un vrai problème. D'ailleurs, un problème de sécurité. Donc je pense que nous sommes allés trop loin. Certaines de ces alertes peuvent être utiles dans certaines circonstances, il ne faut pas le nier. Mais d'un autre côté, on commence maintenant à dépasser la limite de l'équilibre bénéfice-risque. C'est-à-dire que le risque va commencer à croître alors que le bénéfice est de plus en plus faible. Je ne parle même pas de l'inconfort, je parle de la perte de concentration au volant que ces systèmes peuvent générer. Et dans le cas de ma voiture de tous les jours, qui est une voiture américaine, je vois bien que c'est perturbant pour tout le monde. Donc, comme on dit, il ne faut pas faire le bonheur des autres malgré eux. Il va falloir qu'on trouve une façon intelligente d'aider le conducteur à rester concentré et une façon intelligente de protéger les autres par la sécurité active de nos voitures. Je pense que cet équilibre, on l'a un peu perdu, mais que ça a conduit à de tels excès en matière de problèmes de qualité, de surcoûts qui rendent les voitures de plus en plus chères, qu'à un moment donné, on va revenir brutalement à une plus forte simplicité. J'ai vu que certains commençaient à émettre cette hypothèse. Il ne faut pas oublier que depuis 30 ans, le consommateur, il veut plus de confort, plus de sécurité, pour le prix le plus faible. Plus de confort, plus de sécurité pour le prix le plus faible. Donc cette tendance, elle est très très lourde. Et c'est elle d'ailleurs qui est à l'origine du fait que quand j'ai commencé ma vie d'ingénieur en 1981, je concevais des voitures à 800 kg. Et en fin de carrière, les voitures étaient à peu près à 50% de poids de plus au moins. Et si je parle de l'électrique, au double. Et donc on voit bien que cette augmentation de poids, au-delà du fait qu'elle est l'ennemi du plaisir de conduite, c'est aussi de la consommation de ressources rares sur la planète qui ne sont pas forcément renouvelables. Donc vous n'utilisez pas 500 kg de matière première de plus qu'il y a 50 ans sans que cela ait un impact sur la planète. Simplement, chaque fois que la réglementation le permet, en ne dotant pas les voitures de ces équipements perturbateurs, d'une part, et d'autre part, de faire sa propre démonstration que la concentration au volant, ça reste un facteur de sécurité. Alpine peut être un facteur de concentration par l'ergonomie de ses commandes, par la qualité de sa visibilité, par la légèreté et l'agilité de sa réaction. C'est un facteur de sécurité. Et on peut faire la démonstration que cette concentration, elle est importante. De la même manière que le rapport poids-puissance, c'est un facteur de sécurité. Si vous roulez comme moi au Portugal, souvent sur des routes à 2 voies, et que vous avez un trafic poids lourd qui est intense, vous avez besoin d'un bon rapport poids-puissance pour doubler en toute sécurité ces camions. Et donc, tout ça, il faut l'expliquer. Et évidemment, vous n'êtes pas dans la direction du vent. Vous n'êtes pas dans la direction du vent, donc c'est difficile à expliquer et ça demande du temps pour remonter la pente. Dans le cas d'Alpine, c'est une place centrale. Alpine est née de la compétition automobile et donc c'est évident que pour renforcer son socle, elle doit continuer à être présente en sport automobile. C'est son ADN. Et toutes les qualités dynamiques des Alpines se sont parfaitement exprimées dans la compétition, et la compétition a nourri les qualités dynamiques des Alpines. J'ai d'ailleurs observé que l'équipe Signatec a remporté l'épreuve de Fuji en WEC récemment, et je tiens à les féliciter pour cela, c'est une belle victoire, et qui prouve que là encore, on continue à renforcer la marque. C'est très important, et c'est vraiment lié à l'ADN de la marque. Et je crois que pour l'instant, il faut rester et continuer à creuser ce sillon. Ça dépend comment on l'aborde et ça dépend beaucoup de la réglementation technique qui est proposée par la fédération. On en a souvent discuté avec l'ACO et notamment Pierre Fillon sur comment on préserve les 24 heures pour que les 24 heures continuent à être un outil de promotion des nouvelles technologies. C'est évident que
notamment au niveau de la consommation d'énergie, donc des émissions, puisque la consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, même électrique, c'est des émissions. Il faut se poser la question de l'efficience énergétique. Et donc la compétition peut être un accélérateur, un incubateur et un valideur de nouvelles technologies. J'en veux pour preuve le véhicule H24 hydrogène, qui évidemment aujourd'hui est encore doté de réservoirs haute pression d'hydrogène et dont les principaux axes de développement sont la réduction de la masse, le véhicule est trop lourd, et évidemment faire en sorte qu'on sache produire de l'hydrogène dans des conditions environnementales acceptables. Et donc je pense qu'il y a de nombreux exemples dans le passé, il y en a qui se présentent devant nous avec les véhicules à hydrogène et les véhicules électrifiés, avec la récupération de l'énergie qui peut être faite pendant les phases de freinage et d'autres phases. On voit bien que oui, le sport automobile peut parfaitement être un incubateur et un accélérateur de développement de nouvelles technologies, à condition que le cahier des charges technique soit bien posé. Je fais cette remarque parce que je suis l'heureux propriétaire d'une entreprise d'ingénierie et de fabrication de voitures de course modernes, dont des voitures propulsées à l'hydrogène. Et ce que j'observe de la part de nos fédérations, c'est qu'il y a une grande difficulté à émettre des cahiers des charges, tout simplement. Des cahiers des charges qui créent un cadre qui permet de développer ces technologies. Souvent, et nous on en tire une certaine fierté, on nous demande à nous de faire le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on fait le cahier des charges, on propose un cahier des charges, ensuite la fédération va l'amender suivant des règles qui lui sont propres. Mais c'est le concepteur, c'est l'entité innovante qui propose le cahier des charges à la fédération, qui ensuite le façonne de manière à le proposer à d'autres. Mais je pense que ça, c'est une voie très importante. Alors, toutes les disciplines ne peuvent pas être comme ça. Il y a des disciplines qui se prêtent plus à des courses monotypes, d'autres qui se plaisent plus à un type de technologie, mais il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Nous avons en particulier proposé un cahier des charges pour des courses off-road avec des SSV électriques que nous avons conçus et fabriqués dans ce but. Je ne sais pas comment le business model d'Alpine peut supporter d'être à la fois présent en WEC et en Formule 1. Ça pose la question de la pérennité. Et donc ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je ne suis pas le patron de Renault, je ne connais pas les comptes de Renault. Mais quand on est présent sur deux événements aussi importants et aussi coûteux que le WEC d'un côté et la Formule 1 de l'autre, on se rend bien compte que quelque part, c'est un investissement sur l'avenir, mais ce n'est pas financé par le business model d'Alpine aujourd'hui. Les ordres de grandeur n'y sont pas. Donc si c'est un investissement sur l'avenir, c'est très bien. Et donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de la part de Renault de développer la marque Alpine, et ça c'est très bien, à condition que cet investissement soit maintenu dans le temps, et j'allais dire qu'il soit immune au changement de dirigeant de l'entreprise. Parce qu'un investissement de cette nature, il faut qu'il soit maintenu pendant 10 ans pour qu'on ait vraiment un véritable retour par la suite. Mais si on le maintient pendant 10 ans, être présent en WEC et en Formule 1 à la fois, du point de vue de la notoriété d'une marque d'ADN sportif, c'est vraiment très très bien. Ça, c'est parfait. Au-delà de ça, je pense qu'il faut bien se poser la question de savoir si on touche les bonnes cibles et quel est le retour sur investissement, qui est important, puisque c'est un outil marketing de sport automobile. Et donc, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on est en train de parler aux bonnes personnes, à ceux qu'on veut séduire pour qu'ils achètent notre produit, et est-ce que le retour sur investissement, il est suffisant, vu la quantité d'argent qu'on y met, parce qu'à un moment donné, la question se posera, est-ce qu'il vaut mieux développer un modèle de plus pour la gamme Alpine, ou mettre plus d'argent dans le marketing pour consolider la notoriété de la marque aujourd'hui. Et ça, c'est des arbitrages qui sont délicats et qui doivent être pris au niveau de la direction générale des groupes. Pour ce qui est des moteurs, évidemment, la réponse est dans ma première réponse, c'est-à-dire qu'évidemment, il serait préférable d'avoir un moteur Alpine, évidemment. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que si, pour permettre à la marque de continuer à accroître sa notoriété, par exemple en Asie ou ailleurs, et qu'elle soit devant en Formule 1, il faut l'équiper d'un moteur Mercedes, trouver un accord pour que le couvre-culasse soit Alpine et pas Mercedes, mais
Mais au-delà de ça, c'est peut-être un moindre mal par rapport à ne pas avoir la capacité à équiper les voitures d'un moteur performant et être sur le fond de la grille, ce qui finira par être contre-productif. Donc, c'est une décision évidemment qui est sensible auprès des fans. Ils auraient préféré un moteur Alpine, mais à choisir entre être en fond de grille parce qu'on n'a pas les moyens de développer un moteur performant ou être bien en vue devant, nourrir la marque, nourrir l'histoire et être équipé d'un autre moteur, je pense que la question mérite d'être posée. Elle n'est pas nécessairement polémique. Elle est, je pense, de bonne facture d'en discuter. Excellente question. J'aimerais tellement répondre oui. J'aimerais tellement répondre oui. Il y a des possibilités, mais à ce niveau de volume-là, les possibilités, elles sont, je suis sûr que nos fans comprendront, elles sont orientées track days plutôt que utilisation sur route. Vous pouvez faire des voitures extraordinaires, et vous pouvez en faire quelques milliers, mais c'est des voitures qui vont faire des track days, c'est-à-dire qui vont être utilisées sur la piste, qui vont être utilisées par des pilotes amateurs, même des pilotes aguerris. Si vous voulez en faire vraiment un commerce avec toutes les réglementations, les homologations, les crash tests, etc., un réseau de distribution copieux pour toucher une large clientèle, etc., vous avez une base de business qui est trop étroite. Et donc, pour que ça fonctionne, vous êtes obligé d'être le petit frère ou la petite sœur d'une grosse marque. Et donc, de toute évidence, c'est le contraire de la question que vous posez, qui est un petit constructeur. Donc, petit constructeur, oui, mais sans doute orienté piste et pas utilisation sur route. Absolument. Alors là, sans hésiter, bien sûr. Bien sûr, quelle belle aventure humaine. Ça a dû être une petite équipe s'occupant d'une voiture qui était en rupture technologique à l'époque. Bien sûr, ça a dû être une aventure extraordinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Le problème, c'est que je suis vieux. Et donc, comme vieux que je suis, je peux avoir tendance à être nostalgique. Il est certain que ces années-là, je me souviens, quand j'étais encore étudiant à l'école centrale, de partir de Châtenay-Malabry en région parisienne et faire d'une traite le parcours jusqu'à Lisbonne. C'était une autre forme de liberté, une liberté déjà plus dangereuse, c'est évident, une liberté qui était où on respirait plus. Et effectivement, ce contraste entre la liberté que j'ai connue quand j'avais 20 ans et ce que j'observe aujourd'hui, il est très, très, très puissant. Il est très puissant. On a parlé des alertes à la conduite, on peut parler de toute autre limitation sur la route que nous connaissons bien en France, qui d'ailleurs conduisent aujourd'hui à ce que tous les circuits automobiles européens soient un grand succès de business, parce qu'ils sont très chargés. Mais c'est sûr que la liberté, de mon point de vue, la liberté de mouvement a beaucoup souffert ces dernières années par le coût de cette liberté de mouvement, tout simplement. Le prix de la liberté de mouvement a beaucoup augmenté. Par les restrictions de la liberté de mouvement, nous en savons quelque chose en France. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas le paradoxe français où les Français individuellement adorent leur voiture et nous avons des administrations et des gouvernants qui sont autophobes. Je n'ai jamais compris ça. Il doit y avoir quelque chose qui m'a échappé. Mais c'est sûr que la liberté de mouvement que moi j'ai connue quand j'avais 20 ans, ce n'est pas celle à laquelle aspirent mes enfants, qui ont maintenant 40 ans. Pour une raison assez simple, c'est que dans la transition générationnelle, mes filles sont déjà nées avec une restriction de liberté par rapport à ce que moi j'ai connu, qui constitue leur nouvelle référence. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui est passée, la nouvelle référence de liberté de mouvement qu'elles ont connue est beaucoup plus limitée que la mienne, et donc elles ne peuvent voir que la éventuelle dégradation pendant leur vie, alors que moi, je vois 2 générations. Et donc, pour ces 50 dernières années, pour moi, c'est une évidence que la liberté de mouvement a été dégradée. Je retrouve cette liberté de mouvement au Portugal, quand je suis sur des réseaux secondaires, à la campagne ou à la montagne. Là, on retrouve un peu de liberté de mouvement,
où on peut conduire, regardant le paysage et rester concentré, sans forcément chercher le prochain radar à 30 km/h ou à 50 km/h. Et je peux vous dire que ça donne une qualité de vie qui est extraordinaire. On retrouve le plaisir de se promener, d'être concentré sur ce qu'on fait et de regarder autre chose que sur le bord de la route, savoir s'il y a un radar ou s'il y a autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on roule à tombeau ouvert, ce qui ne veut pas dire qu'on fait des excès. Ça veut simplement dire qu'on roule décontracté et donc on roule concentré sur ce qu'on est en train de faire. Je pratique le sport automobile non-stop depuis 1980. Donc ça commence à faire beaucoup d'années, ça fait 45 ans de sport automobile, sans m'arrêter. Donc il y a nombreux souvenirs. Le podium au Mans Classique avec ma Chevron B21, équipée du moteur Ford BDG, c'était sympa. Ça c'était très sympathique, sur une grille de, si j'ai bonne mémoire, 65 voitures. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions, comme par exemple une participation au rallye de Madère, je l'ai pratiqué 7 fois, où on était rentré dans le top 10 d'un rallye du championnat d'Europe coefficient maximal de 20 à l'époque, juste avant le championnat du monde. Et on était, je crois, 9e au scratch, donc on était tout content de rentrer dans le top 10, jusqu'à ce qu'il y ait, à la fin du rallye, une erreur de transcription du temps qui était noté sur notre carnet de contrôle pour le calcul final. Et comme c'était un rallye très très dur qui durait 3 journées complètes, on était harassé à la fin du rallye, on est allé se coucher, et comme vous le savez, après publication des résultats, vous avez 30 minutes pour contester les résultats. Et nous, on était en train de se reposer. Et donc, on n'a pas porté réclamation dans les 30 minutes. Le lendemain matin, on s'est aperçu de l'erreur, on est passé de P9 à P13, et on est allé voir l'organisateur qui a parfaitement reconnu l'erreur, puisqu'il avait le carnet là, et il savait que ce n'était pas le même chiffre. Mais évidemment, le temps de réclamation étant passé, ça a été une grosse déception. De la même manière, en participant au Rallye du Portugal en 1993 sur une Clio Groupe A, on a réussi à intégrer le top 20. Alors, il y avait une symbolique qui était vraiment très sympathique, c'est qu'à l'époque, le Rallye du Portugal, c'était un rallye sur terre, beaucoup de poussière. Et quand vous rentriez dans le top 20 avec les Orioles, les Sainz et tous les autres, on vous faisait partir toutes les 2 minutes pour ne pas être perturbé par la poussière. Et si vous étiez au-delà du top 20, vous partiez toutes les minutes. Et rentrer dans le top 20 avec le Saint des Saints, c'était un moment agréable de se dire qu'on allait aussi bénéficier de 2 minutes d'écart entre 2 voitures successives pour conduire sur les spéciales en terre avec un peu plus de visibilité. Oui, absolument. En particulier une Alpine A110, je crois qu'elle est de 76, si ma mémoire est bonne. Et c'est une 1300 Fasa. Elle est grise, elle est dans son état d'origine, j'y ai pas touché. Elle nécessite d'ailleurs quelques travaux, mais j'y ai pas touché. Oui, il y a bien d'autres voitures que je qualifierais de Madeleine de Proust, c'est les voitures qui ont marqué ma jeunesse. Il y en a une en particulier qui est assez rigolote, c'est que quand ma carrière en automobile a vraiment débuté, c'est quand j'étais directeur de programme du programme Scénic et Mégane deuxième génération, qui comportait 7 voitures sur une plateforme 100% nouvelle que nous avons, les 7 voitures lancées en 18 mois, ce qui pour l'époque était relativement inédit. Ça représentait 50% des profits de Renault à l'époque, donc il ne fallait pas se louper. Et dans ces 7 voitures, il y avait un coupé cabriolet, le coupé cabriolet Mégane deuxième génération avec un toit ouvrant mécanique et en dur. Et cette voiture-là, j'en ai acheté un exemplaire en 2004 pour l'offrir à mon épouse. Mon épouse l'a bien utilisé, puis l'a cédé à ma fille. Ma fille l'a bien utilisé, puis un jour elle a été embauchée par Hyundai, parce qu'il lui était interdit de travailler dans la même entreprise que son père, parce que son père ne voulait pas qu'elle soit victime de discrimination, étant la fille du boss. Et donc je lui disais, tu peux travailler dans l'automobile, mais pas dans une boîte où je serai le patron, tu vas travailler où tu veux. Donc elle a été embauchée par GM dans un premier temps, par Saab, et ensuite par Hyundai. Et quand elle a gravi les échelons de la hiérarchie Hyundai, elle a eu une voiture de fonction. Et quand elle a eu une voiture de fonction, je lui ai racheté la voiture que j'avais offerte à ma femme, qui à son tour l'avait cédée à ma fille. Donc la voiture est revenue dans la collection et c'est une Renault Mégane deuxième génération coupé cabriolet. En tout cas, c'est la vie qui me convient pour la période de la vie dans laquelle je suis. Je dis à mes amis que
j'ai quand même été relativement bête, même très bête, de nécessiter ou d'avoir besoin de 43 ans pour me rendre compte qu'il vaut mieux travailler pour soi que pour les autres. Et c'est quand même une découverte tardive, c'est le mot qu'on puisse dire, à 67 ans, découvrir ça. Mais c'est agréable. Alors, c'est agréable et d'un autre côté, ça vous met une saine pression parce qu'il faut vous occuper de beaucoup de détails. Il faut surmonter tous les obstacles bureaucratiques, administratifs, technocratiques du quotidien. Et ils sont nombreux en Europe et au Portugal en particulier. Mais c'est très agréable de s'occuper de ses propres affaires et de voir quand ça marche, vous y êtes pour quelque chose. Quand ça ne marche pas, vous y êtes aussi pour beaucoup. Et ça, c'est agréable. Et la caractéristique de ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est la diversification entre le transport aérien, les chaussures de sport, les hôpitaux, l'hôtellerie, la viticulture, les voitures de collection, la conception et la fabrication de voitures de sport modernes. Tout ça, ça fait un portefeuille d'activités qui est très diversifié, qui est très intéressant, puisque ça vous fait apprendre beaucoup de choses. Et l'apprentissage, c'est quand même ce qui vous maintient en vie. Alors, a priori, au sud des Pyrénées, de ce côté-ci des Pyrénées, et essentiellement en monoplace. Je vais vous livrer un scoop. Jusqu'à présent, je roulais beaucoup en monoplace Formule 3 historique. J'ai fait le championnat de France historique, l'Historic Tour pendant de nombreuses années, avec une Chevron B47 Toyota et ensuite avec une Ralt RT3 Alfa Romeo. C'est la Chevron B47 que j'utilise dans le championnat portugais de monoplace. L'année prochaine, je vais faire ce même championnat portugais avec une Formule Renault 2000, qui est une voiture un peu plus équipée, qui réjouit ma femme, parce que cette voiture-là, c'est une coque carbone, alors que jusqu'à présent, je roule dans des coques alu, dont nous connaissons tous la faiblesse en matière de sécurité passive. Et donc, mon épouse est très heureuse que je puisse passer aux coques carbone, et donc à partir de l'année prochaine, je participerai au championnat portugais de monoplace avec une FR 2000 de 2008, équipée d'un moteur Renault, comme il se doit.